À toutes les 2 semaines, un ou une journaliste du site d'information progressiste Pivot.Québec, m'accorde une entrevue pour présenter un sujet sur lequel il ou elle travaille. Aujourd'hui, la journaliste Bifan Sun publie un article qui porte sur les négociations visant à la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur. Et dans la société civile au Canada et en Équateur, il y a des gens qui s'inquiètent de l'iniquité de ce projet de traité-là à plusieurs égards. On va joindre Bifan Sun par visioconférence. Bonjour Bifan. Bonjour, ça Parlez-nous va? Oui, bon matin Bifan. Parlez-nous un peu de ce projet donc de traité entre le Canada et l'Équateur. Oui, en fait, en ce moment, on parle dans le contexte où on sait que le quatrième siècle de négociation de l'accord va se produire dans la semaine prochaine, en fait, puis le cinquième en décembre, puis la signature de l'accord est prévue pour début 2025. Donc, selon les experts à qui j'ai parlé, c'est vraiment une des négociations qui se produit vraiment le plus rapidement possible. Puis cependant, on constate, comme tu viens de dire, une opposition Ouais. croissante de la société civile en Équateur comme au Canada, et surtout avec la visite des 4 femmes défenseurs autochtones équatoriennes au Canada en fin septembre, début octobre. Ouais, elles sont venues ici au Canada, donc à la fin du mois de septembre, pour dénoncer des aspects de cet accord-là. C'est ça, ils sont venus jusqu'ici Ouais. pour dénoncer cet accord. Donc ça veut dire que malheureusement en Équateur, leurs voix sont pas entendues. Et les communautés autochtones n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer sur cet accord et elles sont pas consultées ni informées comme il faut. Donc c'est pour ça que les organismes canadiens ont trouvé important de soutenir, de organiser leurs visites et leurs rencontres avec plusieurs parties prenantes gouvernementales et aussi des chefs autochtones, des communautés autochtones au Canada et aussi avec les citoyens canadiens, avec les médias, pour qu'on parle justement de cette affaire. Bon, Bifan, dans ce traité-là, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de règlement des différends. Il y en a toujours dans ces traités-là, c'est-à-dire que on prévoit d'avance, si jamais il y a un désaccord entre les parties, une façon de régler ce désaccord-là. Et dans ce cas-ci, dans ce traité-là, il y a un projet de mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs, d'une part, qu'on imagine être des investisseurs canadiens en Équateur, et l'État, en l'occurrence l'Équateur. Parle-nous un peu de ce mécanisme-là. Il est dénoncé par l'ONU, hein? Oui, c'est ça. En fait, c'est un des éléments qui préoccupe le plus les défenseurs comme les défenseurs canadiens et équatoriens. Euh, Parce que c'est vraiment un des objectifs de négociation clairement déclarés par le gouvernement du Canada sur leur site. Puis c'est un mécanisme d'arbitrage international qui permet aux investisseurs de poursuivre l'État dans le cas où, par exemple, l'État prend des décisions préjudiciaires à leur intérêt. Par exemple, si l'État veut renforcer ses mesures de protection de l'environnement ou des droits humains. Donc, dans ce cas-là, si l'État perd, le coût assumé par l'État pour se défendre ou pour verser les indemnités se chiffre souvent en millions ou Mhm. milliards de dollars. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsque l'État perd, une tellement importante montant sera rentrée dans les poches des compagnies étrangères, Ouais. alors que ça aurait pu être investi dans des services publics et dans d'autres priorités. Dans l'éducation. Ouais, Ouais. l'éducation, la santé, etc. Quelle est la Mm. position du gouvernement canadien sur tout ça quand il est interpellé là-dessus? Il répond quoi? En fait, c'est vraiment comme un député du Bloc québécois l'a dit lors d'une conférence de presse, le Canada a vraiment une position ouvertement pro-minière dans Mhm. cette diplomatie. Euh, le gouvernement était déjà au courant des enjeux soulevés par la délégation des femmes équatoriennes. Puis parce que plusieurs organismes et universitaires ont déjà exprimé leurs préoccupations, et ça depuis les consultations publiques en 2023 et aussi encore une fois début cette année en Mhm. 2024. Puis lorsque j'ai posé des questions très précises à Affaires mondiales Canada
pour demander est-ce qu'il y aura ou il y a déjà eu une évaluation des impacts spécifiquement sur les peuples autochtones. La réponse est vraiment très générale. Je peux citer, la personne a répondu, nous demeurons un fervent défenseur de la participation pleine et effective des peuples autochtones du monde entier aux questions internationales qui les concernent. Donc, c'est vraiment la même réponse qu'on voit sur leur site, qu'on voit citée aussi par d'autres journalistes. Donc, ils ont pas vraiment pris le temps de, je sais pas, de réfléchir à ces questions ou de répondre aux questions du public. Euh, et aussi, lorsque je parlais avec Mining Watch Canada, qui est un organisme qui travaille depuis longtemps avec les communautés en Amérique latine, Viviana, donc la personne, m'a dit que l'ambassade canadienne est quasiment complice de toutes Ouais, ces activités en violation des droits commis par les ouais. compagnies canadiennes parce que ça fait plusieurs fois que plusieurs organismes, plusieurs communautés en Équateur a adressé des lettres ouvertes à l'ambassade canadienne, mais souvent la réponse est soit l'ambassade reste silencieuse, soit euh, l'ambassade se met aux côtés des compagnies minières canadiennes. Oui, c'est ça. La diplomatie canadienne est vraiment au service, asservie aux compagnies minières canadiennes qui travaillent, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique. Qu'est-ce qu'on Mhm. sait des violations des compagnies minières canadiennes, des violations des droits du peuple équatorien là-bas? Comment ça se passe? Mhm. Oui, c'est notamment ce qui est inquiétant, c'est que les compagnies minières canadiennes, mais aussi de d'autres pays, ont collaboré avec les forces de sécurité de l'État équatorien. Euh, donc, il y a des conflits socio-environnementaux très importants, donc souvent observés dans les territoires où les compagnies minières sont présentes. Par exemple, en 2023, le gouvernement équatorien a classé 14 projets d'extraction comme zone de sécurité. Donc, c'est-à-dire que dans ces zones de sécurité, les forces de sécurité de l'État peuvent être utilisées pour protéger les projets miniers. Donc, c'est souvent servi de prétexte à la militarisation et à l'escalade de la violence à l'encontre des militants, des communautés. Donc, et puis, parmi les 14 zones de sécurité, la moitié sont des projets canadiens. Donc, c'est vraiment euh, problématique et inquiétant. C'est terrible. Et C'est comme si au Canada, on utilisait l'armée canadienne pour défendre des projets miniers d'autres pays ici au Canada. ouais, c'est ça. Ouais, même chose. Mhm. Bifan, votre article s'intitule Pourquoi l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur inquiète-t-il autant? C'est sur le site, je le rappelle, de Pivot Québec, pivot.québec. Bifan Sun, merci beaucoup d'avoir pris un moment pour nous parler ce matin. C'est très gentil. Merci, ça fait plaisir. Au revoir. Donc, aujourd'hui, dans ma liste, faire mes devoirs, c'est fait. Pratiquer mon violon, c'est fait. Réviser pour l'examen d'histoire,